Bien, bonsoir, je suis Ludovic Meurech, infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Bienvenue au lundi du rare, le webinaire mensuel du groupe rare, recherche en anesthésie et réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Alexandre Mansour, qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Rennes. Il va nous présenter aujourd'hui les recommandations ISAIC, la Société européenne d'anesthésie et de soins intensifs, donc qui concerne la prise en charge des hémorragies périopératoires sévères. Alors, vous pourrez bien sûr lui poser vos questions après sa présentation, de vive voix ou via le chat. Avant que nous commencions, merci de vérifier que vous avez bien éteint vos caméras et vos micros pour une bonne qualité d'enregistrement. Donc je passe tout de suite la parole au docteur Alexandre Mansour, le temps qu'il partage son écran. Et voilà, nous allons Bonjour pouvoir à commencer tous donc et à pour cette toutes. rentrée des lundis rares. À toi Alexandre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à nouveau pour ces super lundis du rare. Donc, le- l'idée et la proposition de Ludovic, c'était de vous parler des recommandations de l'ESA, la Société européenne d'anesthésie de réanimation, euh, tout récemment publiée sur la gestion du saignement périopératoire sévère, en faisant les points de nouveauté. Euh, Bon, c'était un challenge, hein. Quand il a fait les premières invitations, j'ai tout de suite reçu un coup de téléphone d'une des collègues de Réachir en disant est-ce que tu veux aussi nous parler de l'intégralité de l'anesthésie et de la réanimation? T'as pas un sujet un peu moins vaste à aborder en 15 minutes? Elle avait pas tort. Bon, je vous présente juste brièvement ma diapositive de conflit d'intérêts. Euh, Elle avait pas tort parce que c'est quand même un très gros morceau, hein. C'est plus de 50 pages de recommandations, un travail conséquent qui a été fait par une équipe forcément multinationale, européenne, pour lequel on a des représentants, comme vous voyez, français, et des représentants de qualité, hein, Pierre Baladéjo, Anne Gaudier, Marc Samama, des gens qui connaissent extrêmement bien et l'hémostase et la transfusion et de façon plus globale l'anesthésie et réanimation. Au cours de la présentation, vous verrez régulièrement des QR codes. N'hésitez pas, hein, c'est les liens directs vers les articles ou vers les sujets dont on parle. Et ça vous donnera l'occasion d'aller plus loin si vous le voulez. Donc, ces recommandations-là, elles s'intéressent à la prise en charge du saignement périopératoire sévère, c'est-à-dire qui est défini un peu arbitrairement comme plus de 20% de masse sanguine perdue. Euh, et la difficulté, vous allez le voir, c'est le côté un petit peu décevant de ces recommandations-là, ce qui fait la grande difficulté de travailler sur le saignement, l'hémostase et la transfusion périopératoire, c'est que le saignement périopératoire, il est dépendant, bien sûr, de facteurs de risque préopératoire, de facteurs de péropératoires de chirurgie, de facteurs liés à la gestion de l'hémostase et de la transfusion. Il est lié aussi à des complications post-opératoires, aux transfusions post-opératoires. Ce saignement périopératoire, il se poursuit en post-opératoire. Et la grande difficulté, c'est qu'il y a bien évidemment un aller-retour entre ces variables potentielles, ce qui rend l'analyse observationnelle des données sur le saignement, la transfusion et l'hémostase extrêmement difficile à analyser. Il est extrêmement difficile de réduire complètement les biais de confusion et malheureusement, ce sont des études qui sont également difficiles à conduire quand on veut les faire de façon randomisée et contrôlée. Et donc, vous allez voir, on a régulièrement des manques de données de grande qualité. Euh, Ces recommandations, elles auraient en fait, quand vous les lisez, complètement pu être appelées les recommandations de Patient Blood Management européennes, parce qu'elles vont plus loin que la simple prise en charge du saignement. Vous allez voir qu'elles recouvrent l'anémie, la prise en charge du saignement, la prise en charge des transfusions allogéniques, notamment de globules rouges, euh, tout ça dans un but d'améliorer le devenir des patients et diminuer les coûts de santé. Ça, c'est les objectifs du PBM. Je vous ai remis les recommandations récentes sur le patient blood management, la gestion personnalisée du capital sanguin. Recommandations françaises que j'invite vraiment à lire et à analyser, qui sont extrêmement importantes pour notre pratique, quelle que soit notre surspécialité en anesthésie réa. Donc, très brièvement sur la méthodologie de ces recommandations, ils ont repris une analyse bibliographique de 2015 à 2021. C'était une cotation grade et c'était en pleine période Covid et ils ont fait une méthode Delphi pour le consensus par voie informatique.
Donc, ces recommandations, elles s'intéressent à la chirurgie programmée ou urgente hors trauma. À peu près dans le même temps, la Société européenne d'anesthésie et réanimation a publié également des recommandations sur la prise en charge du saignement du traumatisé, et que je vous invite à lire, mais qui ne font pas l'objet du travail là. Et cette recommandation-là, elle se sépare en deux principaux gros morceaux. L'optimisation préopératoire d'une part, avec la gestion de l'anémie préopératoire, la gestion des antithrombotiques et au sens large, la gestion des pathologies de l'hémostase. Et puis une partie sur la gestion intra- et post-opératoire du saignement et de l'anémie, par spécialité, et puis avec quelques encarts un peu plus généraux. Donc, bien évidemment, on ne va pas reprendre recommandation par recommandation. Je vais essayer de vous en faire un résumé global, vous donner les nouveautés et les points éventuellement qui peuvent prêter à discussion. Pour l'anémie préopératoire, je vous ai mis en grisé ici. C'est une situation que l'on ne va pas détailler, ni l'anémie préopératoire ni l'anémie post-opératoire. Beaucoup trop long, même si c'est très bien fait dans les recommandations. Il s'éloigne un tout petit peu du sujet, et surtout on a des recommandations françaises très bien faites sur le sujet, extrêmement didactiques, que je vous invite à parcourir également. La première chose, c'est par rapport aux précédentes recommandations, c'est la deuxième itération de ces recommandations précédente datée de 2016 avec un recueil bibliographique qui s'arrêtait donc à 2015. Qu'est-ce qui a été gardé de la saison précédente? C'est cette table de résumé qui vous est fournie dans l'article et dans les recommandations. Si on veut la simplifier et en donner l'essentiel, c'est en ce qui concerne l'évaluation de l'hémostase, un interrogatoire standardisé à la consultation d'anesthésie ou à la consultation pré-anesthésique immédiate dans l'urgence. Pas de bilan d'hémostase systématique en chirurgie programmée, uniquement, là je vous renvoie vers les recommandations SFAR sur le sujet qui l'abordent très bien. Sur la gestion générale du saignement, les choses à mettre en œuvre de façon générale, c'est bien évidemment le contrôle chirurgical du saignement. On l'oublie fréquemment, mais euh, la normothermie, le contrôle du pH et la vérification, éventuellement les supplémentations en calcium pour obtenir une glycémie ionisée dans les ranges. Et puis surtout, la protocolisation à l'échelle de chaque centre, en fonction de, des pratiques de chaque centre et de l'organisation de chaque centre, sous la forme d'algorithmes, ça c'est très important. Et sur les mesures qui concernaient la transfusion qui ont été reprises, c'est principalement de dire il faut une filière d'hémovigilance et ça donne beaucoup de guidelines pour la vigilance et la qualité des produits sanguins labiles. Et puis, bien évidemment, l'utilisation d'une stratégie restrictive sur les transfusions allogéniques. Maintenant, si on s'intéresse, première partie, l'optimisation préopératoire sur le versant des antithrombotiques. Là, encore une fois, on est très doté en recommandations. Alors, je vous ai pas dit dans mes conflits d'intérêts, j'avais mis un petit logo du GIHP. Ne vous étonnez pas que je le cite souvent, c'est aussi un de mes conflits d'intérêts. Et là, pour le coup, le GIHP, qui est le groupe d'intérêt pour l'hémostase périopératoire, multidisciplinaire français, euh, a émis sur les années précédentes de nombreuses recommandations sur la gestion des antithrombotiques en chirurgie élective, en chirurgie programmée ou en chirurgie urgente. Je vous ai remis ici les principales de ces recommandations-là que je vous invite encore une fois à consulter et à bien avoir en tête. De façon plus spécifique, si on regarde les recommandations de l'ESA et ce qu'ils disent sur les agents antiplaquettaires, il y a deux choses un petit peu nouvelles et que vous ne trouverez pas forcément sur les recommandations que je vous ai citées préalablement et sur lesquelles on peut s'attarder. Euh, c'est un petit rappel que l'usage des INS en post-opératoire, même s'il est large et qui a un bénéfice très important pour la prise en charge antalgique, euh, il peut être responsable d'interactions médicamenteuses avec les agents antiplaquettaires et il peut dans certains cas diminuer l'efficacité des agents antiplaquettaires et c'est la raison pour laquelle cela apparaît dans les recommandations de l'ESA. D'autre part, on fait son apparition également l'utilisation possible en bridging
des anti-PDY12 par voie orale en utilisant le cangrelor, qui est un inhibiteur de très courte demi-vie et un inhibiteur du récepteur PDY12, qui fonctionne comme les autres médicaments anti-PDY12, mais euh, par voie intraveineuse avec une demi-vie courte et une durée d'action courte. Et puis, je vous ai remis en dessous, ça apparaît plus loin dans les recommandations sur les chapitres spécifiquement dédiés à la chirurgie de résection hépatique et à la chirurgie neurochirurgie, et notamment intracrânienne. Deux recommandations, propositions de faible niveau de recommandation, mais néanmoins qui sont intéressantes et qui nous disent que la chirurgie intracrânienne et la chirurgie de résection hépatique peuvent être euh, réalisées en sécurité en présence d'aspirine à faible posologie. Voilà. Choses qui sont peut-être à discuter et qui peuvent contraster avec les pratiques. En ce qui concerne une petite erreur, excusez-moi, en haut sur ma diapo, c'est pas les AOD, mais les héparines et les antivitamines K. Pas de révolution de ce point de vue-là, si ce n'est deux recommandations. La première, c'est que la recommandation que l'ESA suggère contre le recours au bridging, c'est-à-dire au relais préopératoire des AVK par des HBPM ou par de l'héparine, chez les patients à risque thrombotique faible, modéré et élevé. Et ils ne retiennent que comme indication de relais préopératoire par des HBPM que les patients à très haut risque thrombotique. On va en reparler un tout petit peu après. Et puis également, une notion importante qui est, et ce qui est souvent peu fait en pratique, c'est la reprise précoce des AVK en post-opératoire dans les 24 heures, qui permet, dans ces situations à très haut risque thrombotique, eh bien, de se passer également d'un relais, d'un bridging post-opératoire. Ce sont des situations, on le sait, le bridging, pour lequel la démonstration de leur efficacité pour prévenir les événements thromboemboliques est pas démontrée, mais pour lequel l'effet indésirable majeur qui est le saignement est lui bien démontré. Euh, pour rebondir sur ce point, ces recommandations-là, elles vont dans le sens des recommandations actuelles, internationales, plutôt dans le domaine de la cardiologie. Euh, les dernières recommandations qu'on avait sur le sujet en France étaient les recommandations HAS 2008, qui datent, pour lesquelles, vous le savez, le relais était systématique. C'est ce que disaient également les recommandations de l'ESC en 2021, mais les recommandations nord-américaines de l'ACC et puis plus récemment les recommandations CHEST sur le management des antithrombotiques vont plus loin en proposant que les relais soient pour le ACC systématique, sauf pour les valves mécaniques aortiques sans facteur de risque supplémentaire. Et les recommandations de Chess vont maintenant plus loin en disant qu'elles proposent pas de relais comme situation principale, sauf chez des patients à haut risque thrombotique et notamment les valves mitrales avec des facteurs de risque de thrombose, les valves aortiques avec plusieurs facteurs de thrombose ou une thrombose récente. Bref, petit aparté pour vous dire que ces recommandations-là, elles vont dans le sens de moins de relais périopératoires avec les AVK. En ce qui concerne les AOD, excusez-moi pour la petite inversion à gauche, donc c'est bien, on parle bien ici des AOD. Encore une fois, je vous renvoie aux recommandations GIHP. Néanmoins, sont discutées dans ces recommandations-là la place de l'antagonisation, de la réversion et de l'antagonisation des AOD de type dabigatran par l'idiarucizumab et une recommandation qui va à l'encontre de l'utilisation de l'andexanet alpha pour réverser les AOD anti-10A tels que le rivaroxaban et l'apixaban, pour lequel il recommande l'utilisation de PCC concentré de complexe prothrombinique. Pour vous résumer l'optimisation préopératoire telle que proposée par les recommandations, il distingue le patient avec de l'insuffisance rénale chronique chez qui il est classique d'évoquer la thrombopathie et des défects de fonction plaquettaire chez ces patients, pour lesquels il recommande l'utilisation possible de mini-reins, de desmopressine,
qui permet d'améliorer les fonctions plaquettaires dans certaines conditions et qui peuvent diminuer le risque hémorragique associé à certaines procédures invasives chez des patients avec une insuffisance rénale chronique sévère. Et puis, la place des tests biologiques point of care plaquettaires, qui est non recommandée parce que pas associé au risque hémorragique chez ces patients. Chez le patient cirrhotique, il rappelle une chose que l'on sait, mais qui est extrêmement importante de rappeler, c'est que chez ces patients-là, il y a des anomalies, bien évidemment, de la balance hémostatique, et chez ces patients, les valeurs de TP ou d'INR ne sont pas prédictives du risque hémorragique. Le fibrinogen, lui, par contre, l'est, et il est recommandé de le mesurer avant une chirurgie parce qu'associé au risque hémorragique chez ces patients. Il est rappelé que, de manière tout à fait corrélée au fait que on n'est pas censé prouver on n'est pas censé interpréter le TP et l'INR comme un risque euh, hémorragique chez ces patients, eh bien, il n'y a pas de place pour les transfusions prophylactiques, gestes invasifs chez ces patients. Et on en reparlera tout à l'heure, il recommande l'utilisation d'algorithmes basés sur les tests viscoélastiques et rappelle que ces patients sont, malgré des INR élevés, des TP bas, des patients qui sont le plus souvent à risque thrombotique élevé. Il distingue également la situation d'insuffisance hépatique aiguë et rappelle que pour ces patients, le TP et l'INR ne sont également pas prédictifs du risque hémorragique. Pardon. En ce qui concerne, excusez-moi, à nouveau une petite coquille, pas insuffisance rénale ici, mais médicaments préopératoires. Euh, une petite remarque, parce que ça peut, ça peut surprendre de dédier un chapitre, un sous-chapitre aux médicaments et à l'impact de certains médicaments préopératoires non antithrombotiques sur l'hémostase. Il distingue les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et certains antiépileptiques comme le valproate, qui sont effectivement des facteurs de risque hémorragique qui sont associés à une majoration du risque hémorragique, pour lequel, c'est pour ça les 3 petits points, il conseille une prise en charge individualisée. euh, le niveau de preuve, bien évidemment, est faible. L'augmentation du risque hémorragique, même si elle existe, elle n'est pas majeure. Et ce sont des situations et des médicaments chroniques pour lesquels une discussion est nécessaire et ne s'envisage que pour des chirurgies à très haut risque hémorragique. Enfin, un chapitre est dédié au déficit congénital en hémostase, que ce soit de l'hémostase primaire ou de la coagulation. Là, pour vous résumer en 3 points, il faut des questionnaires individualisés du risque hémorragique pour détecter ces patients si on ne les connaît pas. Et à partir du moment où on connaît un déficit congénital ou quand on fait le diagnostic d'une diathèse hémorragique à l'interrogatoire, eh bien, il faut un avis hémostase spécialisé pour savoir quel bilan faire et diriger le bilan biologique et savoir quelle est la conduite à tenir. Et à partir du moment où un déficit de l'hémostase est connu, eh bien, il faut un protocole individuel de prise en charge. Passons maintenant à la partie gestion intra- et post-opératoire du saignement et de l'anémie. Il rappelle des mesures générales, l'hémostase chirurgicale, la normothermie, le pH normal, la mesure du calcium ionisé et les éventuelles supplémentations. Il rappelle l'intérêt d'une stratégie transfusionnelle en globules rouges restrictive. L'intérêt également du monitorage de l'hémoglobine en pré, en pair, en post-opératoire, y compris par des point of care et y compris de manière non invasive et continue, on va en reparler un tout petit peu après. Et ils font également un point sur la stratégie transfusionnelle chez ces patients, en distinguant d'une part le saignement massif, pour lequel une transfusion empirique à haut ratio CGR-PFC est recommandée initialement, et puis très rapidement, le plus précocement possible, ce qu'on appelle goal-directed therapy, c'est-à-dire une gestion individualisée sur des objectifs biologiques et ou cliniques de transfusion et de gestion de l'hémostase. Un tout petit point là-dessus, il est important d'avoir en tête que déjà que la définition de l'hémorragie massive, elle n'est pas tout à fait consensuelle, qu'elle est difficile à mesurer en paire opératoire. Quid des patients qui bénéficient d'un dispositif de récupération de sang paire opératoire et comment est-ce que l'on inclut le volume de sang traité et retransfusé dans la définition du saignement massif en paire opératoire. Déjà, ça c'est difficile. Vous connaissez l'étude Proper et la littérature, quel patient traumatisé qui saigne en faveur de l'utilisation
de haut ratio PFC-CGR, eh bien, ces données de littérature et ces recommandations dans l'hémorragie du polytraumatisé sont appliquées malgré un niveau de preuve quasi inexistant en dehors du trauma. Et donc, c'est pour ça que c'est recommandé dans les recommandations ESA sur le saignement périopératoire. Mais c'est par extension de la littérature sur le polytraumatisé. Et il faut avoir également en tête que l'utilisation de ces hauts ratios en transfusion non massive, eh bien, n'a jamais fait la preuve de son bénéfice. Et donc, c'est bien la raison pour laquelle les recommandations vous proposent en cas de saignement massif, de transfuser à haut ratio et le plus précocement possible, très rapidement, basculer sur du monitorage, on va en reparler, avec des tests viscoélastiques notamment, et des traitements ciblés, transfusionnels ou non transfusionnels, de l'hémostase et de la transfusion. Un tout petit point sur la mesure de l'hémoglobine. Comme je vous disais, l'utilisation de point of care, voire de mesures non invasives, fait leur apparition. On pourra éventuellement en rediscuter un petit peu. Il faut quand même avoir en tête que selon le site de mesure pour les point of care et selon le range d'hémoglobine pour les point of care et pour la mesure non invasive de l'hémoglobine, la valeur rendue peut être sujette à des variations importantes par rapport au gold standard qui est la mesure au laboratoire sur un prélèvement sanguin, veineux ou artériel. Euh, et donc ces tests, et notamment les mesures non invasives de l'hémoglobine, elles sont à utiliser, elles ont potentiellement un intérêt, mais elles sont probablement à utiliser plus pour une tendance que pour prendre une décision sur un seuil unique. Et ici, un article publié en 2016 vous montrait que lorsque l'on choisit d'utiliser une mesure non invasive de l'hémoglobine euh, avec les techniques qui étaient disponibles en 2016, pour prendre une décision oui, non, je transfuse basée sur un seuil, eh bien, on prend entre 10 et 15% d'erreurs systématiques. Sur les mesures générales, quelques nouveautés ou quelques précisions apportées par ces recommandations ESA. D'abord, l'acide tranexamique, globalement pour tous, sauf sur l'hémorragie digestive haute. Je vous laisse revoir les recommandations pour avoir plus de précision. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. C'est le résultat de l'étude ALTIT qui permettent de dire que l'acide tranexamique est probablement peu utile chez ces patients. L'utilisation des dispositifs de récupération sanguine péropératoire en chirurgie à haut risque et pour toute chirurgie si le saignement est majeur, à amener en salle, disons, en urgence, par exemple, et y compris en chirurgie oncologique, avec l'utilisation de filtres de délocositation. La place importante donnée aux algorithmes basés sur les tests viscoélastiques, qui est recommandé avec un grade B à C pour la chirurgie cardiaque, euh, euh, chirurgie du foie, y compris la transplantation hépatique, pour l'obstétrique et pour la pédiatrie. Et puis l'apparition, on va en reparler tout de suite, de l'utilisation des concentrés de complexes prothrombiniques à faible posologie, basés sur l'utilisation des tests viscoélastiques pour la chirurgie cardiaque et la transplantation hépatique avec un grade B et C respectivement. Voici la recommandation. C'est quand même une nouveauté importante dans ces recommandations-là, et je pense qu'il est important d'en dire un petit mot et d'aller un tout petit peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de concentré de complexe prothrombinique versus PFC chez nos patients qui saignent en périopératoire? Alors, vous voyez ici que les concentrations qui sont présentes dans les PFC, les concentrations des facteurs de coagulation, euh, nous montrent que globalement tous les facteurs de coagulation sont présents. C'est l'avantage du PFC dans des ranges qui sont autour de 80 à 90% de ce que l'on peut trouver dans un plasma chez humain in vivo. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de faire, sans échange plasmatique, hein, bien sûr, est-ce qu'il est possible de corriger complètement un déficit en facteur avec du PFC? Vous voyez que théoriquement, à partir du moment où le PFC contient 80 à 90% de tous les facteurs de coagulation, si vous voulez obtenir un seuil normal en un facteur uniquement en transfusant du PFC avec un patient, eh bien le risque est que la quantité de PFC à apporter devienne exponentiellement élevée
à mesure que l'on se rapproche du seuil normal que l'on souhaite obtenir. Bien évidemment, on peut imaginer un seuil hémostatique plus bas que le seuil de normalité du facteur, auquel cas la question se pose de est-ce qu'il est possible d'atteindre aisément avec des quantités de PFC qui sont compatibles avec la vie, d'atteindre ces seuils hémostatiques. Ce sont des choses qui ont été évaluées par la littérature et on voit assez bien les courbes, la courbe bleue et la courbe jaune, que lorsque l'on souhaite, ici c'est pour obtenir une quantité, une concentration de fibrinogène chez le patient, eh bien lorsque on se rapproche de la cible, et d'une cible par exemple à 2 grammes par litre, qui est la cible normale dans le sang, qui n'est pas forcément le seuil de sécurité hémostatique, hein, qui est probablement plutôt autour de 1,5 g par litre, eh bien on voit que les quantités en unité de plasma à apporter augmentent de façon exponentielle. Finalement, ça, on en a un bel aperçu et on le sait finalement déjà, même si on n'y pense pas toujours dans le cadre du saignement périopératoire, c'est la réversion des AVK par les PFC ou par les CCP, hein, qui sont également reprises dans les recommandations ESA. Il ne viendrait plus à l'esprit, je pense, à personne en France de faire des PFC pour réverser des AVK lorsqu'on dispose de concentrés de complexe protéinique, tout simplement parce que de la littérature, avec un haut niveau de preuve, a démontré une amélioration de la mortalité, une meilleure correction de l'INR avec les concentrés de complexe prothrombinique et une augmentation du risque de surcharge volémique en utilisant des PFC, tout simplement parce que pour pouvoir avoir une efficacité de réversion avec des PFC, il faut utiliser des quantités importantes, probablement pas moins de 15 milliers de kilos, qui représentent des volumes importants et une surcharge volémique potentielle pour les patients. Un dernier point avant d'en terminer, euh, la chirurgie hépatique occupe une place assez importante dans ces recommandations, de même que la chirurgie cardiaque, même si c'est difficile pour moi de choisir de ne pas présenter la chirurgie cardiaque. Je vous laisserai, si vous voulez plus de détails là-dessus, aller voir, parce que c'est quand même voilà, des recommandations assez spécifiques sur le management per CEC, etc. Et donc, je vous ai fait un petit encart sur la chirurgie hépatique, euh, qui, je trouve, apporte des propositions qui sont intéressantes et qui nécessitent probablement des discussions. Euh, D'une part, en recommandation de grade 1A, l'utilisation de stratégies PVC basses pour la chirurgie hépatique de résection et de transplantation, qui passe avec des grades de recommandation plus faibles par le remplissage restrictif, des stratégies restrictives de remplissage, même de tolérance vis-à-vis de variabilité de, de débit cardiaque et l'utilisation de clampage veineux, l'utilisation de stratégies de volume euh, et de PEP basse pendant les chirurgies, dans l'objectif de réduire la PVC et de réduire le saignement et l'impact en termes de besoins transfusionnels et de morbidité post-opératoire. Un rappel que l'hémostase conventionnelle, en dehors du fibrinogène méthode Claus du laboratoire, l'hémostase conventionnelle et notamment le TPI-INR ne sont pas prédictifs du saignement chez ces patients-là et ne doivent pas être utilisés pour guider les stratégies dirigées d'hémostase. Je vous laisserai retrouver les recommandations GIHP sur le sujet, éventuellement le topo du rare que l'on a fait il y a quelques mois sur le sujet également, et recommande l'utilisation de fibrinogènes et de concentrés de complexe prothrombinique à low dose, euh, guidés par les tests viscoélastiques. Alors pourquoi low dose? C'est ce que vous verrez apparaître sur la chirurgie cardiaque et sur la chirurgie hépatique. Low dose parce qu'on craint, parce que une première démonstration sur des séries observationnelles, une potentielle efficacité, y compris de ces faibles posologies, mais toujours la crainte du risque thrombotique euh, qui peut être associé à l'utilisation de concentrés de complexe prothrombinique. Euh, voilà, je pense que j'ai respecté le timing. C'était bref pour parler de recommandations aussi importantes. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il faut lire ces recommandations-là. Vous trouverez aussi beaucoup de recommandations de ressources via le NATA, qui est une organisation, une association internationale
société savante qui s'intéresse à l'hémostase, à la transfusion et plus généralement au patient blood management et qui est une organisation internationale. Et puis le GIHP que vous retrouverez à l'ASFAR, congrès la semaine prochaine, avec beaucoup de topos et de sessions sur ces sujets. Et puis également au congrès du TUC, GACI et GIHP, les rencontres RTG qui ont lieu en mars et pour lesquelles des sessions sont posées par le GIHP. Voilà. Et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Alexandre. Effectivement, c'est un challenge de faire en si peu de temps le résumé aussi passionnant de ces recommandations qui sont très très importantes, qui sont copieuses, touffues. Donc c'était bravo pour d'avoir relevé le gant. C'est bravo. Euh, donc une première question. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser via le chat. Je les poserai pour vous à Alexandre. Alors d'abord peut-être en forme de résumé du résumé, quelles nouveautés tu auras envie de mettre en avant, les nouveautés qui sont issues de... C'est pour ça que j'en ai fait un point un petit peu particulier, hein. Je trouve que la, la place, je dirais la place des concentrés de les concentrés de complexes prothrombiniques dans la prise en charge du saignement en chirurgie cardiaque et en chirurgie hépatique, et puis plus généralement le fait d'insister vraiment sur l'utilisation d'algorithmes basés sur les tests viscoélastiques, mais également dans des situations où les tests d'hémostase standard peuvent être interprétables, c'est-à-dire en dehors de la CEC et en dehors du patient cirrhotique, eh bien, l'utilisation d'algorithmes, vraiment de stratégies goal-directed, c'est-à-dire au maximum se sortir de l'utilisation du saignement massif de transfusion très libérale à haut ratio pour essayer d'être le plus ciblé possible. Ça, il me semble que c'est quand même un point assez important dans ces recommandations. Il y a des petits points que je vous ai soulevés sur la prise en charge préopératoire et l'optimisation préopératoire. Et puis l'autre chose, et là pour le coup je ne suis pas expert, autant je connais bien la chirurgie cardiaque, mais pour la chirurgie hépatique, c'est moins mon domaine d'expertise, mais il me semble que les stratégies de réduction de la pression veineuse centrale pour diminuer le saignement, il y a des points assez intéressants qui nécessitent des collaborations étroites avec le chirurgien, et ça me semble être des, des points assez importants soulevés par ces recommandations. On voit qu'il y a encore, comme dans beaucoup des recommandations qui sont sorties les dernières années, il y a, on pousse à l'individualisation de la prise en charge, que ce soit pré, per ou post-opératoire, au travail en multidisciplinarité, en pluridisciplinarité, avec la collaboration avec les chirurgiens, particulièrement, on peut parler de la chirurgie hépatique, donc là c'est où c'est vraiment prégnant, chirurgie cardiaque également. On voit aussi qu'il y a une place importante dans la plupart des recommandations aux tests viscoélastiques. Ça, c'est relativement neuf aussi, je pense, parce que c'est aussi peut-être apparu plus récemment dans nos blocs en France, en tout cas. Donc voilà les choses que tu es d'accord avec moi. Ouais. Oui. Et, Ok. on a d'ailleurs une question sur le sujet sur le chat. Oui, tu l'as vu. Bah, je te laisse y répondre si tu Donc l'as vu. c'est Baptiste Compagnon qui nous demande, chez le patient insuffisant hépatique en chirurgie programmée, les tests viscoélastiques peuvent-ils être réalisés par le laboratoire? Parenthèse, si non disponible au bloc et en réa. Donc effectivement, pour vous répondre à tous les deux et faire un tout petit point sur les tests viscoélastiques, euh, les, les tests viscoélastiques, le niveau de preuve sur le bénéfice apporté en termes de transfusion et puis surtout après en termes de mortalité, il est pour l'instant pas tout à fait là. Les premières études sont finalement assez polluées par, et c'est normal, hein, par l'effet mise en place d'un algorithme et formation des personnels soignants. Euh, à partir du moment où on protocolise quelque chose, bon, on sait bien qu'on l'associe très fréquemment à une amélioration du pronostic des patients. Et il est difficile de savoir si c'est la protocolisation
et le fait qu'on s'occupe mieux globalement des patients qui améliorent leur pronostic, ou si c'est les tests viscoélastiques en eux-mêmes. Néanmoins, il y a deux situations, c'est pour ça qu'elles sont citées comme ça, qui est la chirurgie cardiaque et notamment en PER-CEC et la chirurgie hépatique pour lesquelles les tests conventionnels, on le sait, ne sont pas bons et pas prédictifs du saignement et ne nous aident pas. Et donc dans cette situation-là, les tests viscoélastiques peuvent avoir un intérêt. L'autre intérêt, c'est, et là je vais pouvoir répondre à la question, c'est d'améliorer le temps entre la prescription du test d'hémostase et le résultat. Et ça, on sait que c'est très important et que dans le saignement périopératoire, comme dans le saignement du polytraumatisé, le temps est extrêmement important. Et donc, il n'est pas obligatoire que le test viscoélastique soit au bloc opératoire ou en réanimation. Si, et d'ailleurs, il y a des centres qui ont fait le choix, ils sont peu nombreux, mais il y a des centres qui font le choix d'implanter leur test viscoélastique pour des raisons pratiques en hémostase, également pour des questions aussi de validation des méthodes, de suivi de qualité, etc. Euh, à mon sens, la condition pour pouvoir faire ça, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir un résultat rapide et que ça n'impacte que peu le temps de rendu. Voilà. À partir du moment où le transport va vous induire 10, 15, 20 minutes de retard, à mon sens là, même si je le dis sans pouvoir le démontrer par des données de littérature, on perd l'intérêt, je pense. Et le corollaire est vrai aussi, c'est que dans des situations où le test viscoélastique n'a pas démontré sa supériorité par rapport au test d'hémostase standard, si vous avez une filière d'hémostase performante, comme c'est le cas par exemple à Rennes ou à Lille ou à Nantes, euh, Rennes et Nantes notamment, à Rennes, en situation d'urgence, si vous appelez l'hémostase, vous avez un rendu entre 12 et 13 minutes de l'hémostase standard, incluant le fibrinogène. Et donc dans ces situations-là, bah, en dehors de la chirurgie cardiaque sous CEC et du patient cirrhotique, ben, on n'a pas de démonstration que l'un fait mieux que l'autre à partir du moment où vous utilisez des algorithmes et des protocoles bien définis dans vos centres. Ok, on voit aussi que il y a des thérapeutiques comme l'acide tranexamique qui ont tendance à, là, on en voit de plus en plus, conseillé dans plus en plus de chirurgie. Au début, on en faisait beaucoup dans le patient polytraumatisé, puis en chirurgie orthopédique, et puis on voit que ça s'étend à d'autres chirurgies. Ça fait partie des nouveautés aussi. Oui. Euh, L'acide tranexamique, c'est un point important. Bon, ça fait bien évidemment longtemps qu'on en parle. Je vous invite à aller écouter la présentation qui aura lieu à l'ASFAR sur le sujet par, il me semble, Anne Gaudier et Alexandre Ouattara euh, sur, sur la question de faut-il en faire à tout le monde ou y a-t-il des situations qui ne nécessitent pas ou pour lesquelles l'acide tranexamique pourrait être délétère. Pour faire les choses, résumer les choses, il y a très peu voire pas de contre-indication à l'utilisation de l'acide tranexamique. On a des données de littérature sur le saignement gastro-intestinal euh, qui montrent que pas de bénéfice et un potentiel sur-riche chez ces patients, même si c'est en critères d'ajustement secondaire, ce qui fait disparaître la recommandation, voire même suggéré par les recommandations là, de ne pas faire d'acide tranexamique chez ces patients. En dehors de ça, dans toutes les situations qui ont été citées par les recommandations là, et dans les situations de choc hémorragique, eh bien, il y a une place pour l'acide tranexamique. Ok, merci Alexandre. Je vois une question également sur le chat de Marie. Concernant l'arrêt préopératoire des AVK, les recommandations de 2022 semblent restreindre les indications d'un relais par héparine. Quelles sont désormais ces indications? Merci Marie. Donc, effectivement, seules recommandations françaises que l'on a sur le sujet, c'est les recommandations HS 2008 qui commencent à dater et pour lequel, à partir du moment où on avait une indication de valve mécanique sous AVK, un relais préopératoire était nécessaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme indication des AVK actuellement? Reste, même si c'est largement dominé par les AOD, certains patients en fibrillation atriale, et puis certains patients avec une maladie thromboembolique veineuse, embolie pulmonaire. Et puis bien évidemment, les seuls patients quasiment qui restent, c'est les valves mécaniques. Donc
au sujet de la fibrillation atriale et de l'EP, la MTEV de embolie pulmonaire avec plus d'un mois, dans ces situations-là, je pense que la littérature évolue progressivement vers la, le, le non-recours au bridging périopératoire et notamment préopératoire, parce que c'est des situations qui sont à risque thrombotique euh, modéré pour la plupart et pour lequel le bénéfice du relais n'a pas été démontré en termes de risque thrombotique. Mais par contre, à partir du moment où vous faites un relais avec des AVK, il y a une superposition des héparines et des AVK et vous prenez un risque hémorragique. Pour les valves, eh bien, tout va dépendre de quelles recommandations vous suivez. Si vous suivez les recommandations françaises, donc c'est toute valve mécanique relayée en pré et en post-opératoire. Si vous suivez les recommandations européennes qui ont probablement un peu évolué sur le sujet, eh bien, on peut, et a fortiori les recommandations nord-américaines, eh bien, on peut être plus modéré et ne pas relayer des patients avec des valves mécaniques aortiques si ils n'ont pas de facteur surajouté de risque thrombotique. Ok. J'avais peut-être une dernière question, c'est aussi sur le chat, il y a une nouvelle question, mais sur l'IMOQ, ça c'est un instrument qu'on a quand même dans la plupart des blocs opératoires, qu'on utilise. Est-ce qu'on l'utilise toujours bien? Ben, je ne sais pas. Où est-ce qu'on prélève? Qu'est-ce qu'on fait des données? Est-ce que c'est faire des tendances, des valeurs brutes? Voilà. Un cancer. Ouais, ouais, c'est une question importante. Comme je le disais, elle est soumise. Je suis désolé. Je suis plus tout seul à la maison, il est 18h30 et vous entendez mes enfants au passage. C'est Euh, la vraie vie. mais c'était pas une réaction à à l'EMOQ ou mesures non invasives, hein. C'est une question qui est abordée par les recommandations ESA, pour qui retiennent le fait que l'important c'est d'aller regarder l'hémoglobine. Euh, Cependant, quand on regarde dans le texte, ils reconnaissent bien le fait que des critiques ont été émises et de la littérature a été publiée, euh, témoignant de variabilité potentiellement importante de point of care d'hémoglobine et surtout de mesures non invasives qu'ils proposent d'utiliser principalement pour le suivi de tendance et pas tant pour la valeur brute. Il y a effectivement, comme tu le disais, de la littérature au sujet des point of care d'hémoglobine, que ce soit des analyseurs type HemoQ ou que ce soit des analyseurs type gaz du sang, pour lesquels il peut y avoir des variabilités importantes par rapport au gold standard qui est la mesure au laboratoire. Et donc, moi j'aurais tendance à recommander dans ces situations-là euh, que l'on peut utiliser l'HemoQ, mais qu'il est préférable de l'utiliser sur un prélèvement veineux ou artériel quand on a une artère ou un cathéter central en place, plutôt que sur du prélèvement capillaire qui, chez ces patients qui sont fréquemment vasoconstrictés, peut être sujet à des variations importantes. Voilà. La littérature montre que lorsqu'on fait les MOQ sur une artère ou une veine, on a moins de variabilité qu'en prélèvement capillaire. Merci pour cette dernière info parce que je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Ça fait partie des pratiques voilà, simples qu'on peut voilà, améliorer au bloc opératoire dans l'amélioration de nos connaissances. Voilà, merci beaucoup, Alex. Il y aura encore plein de questions Merci à à vous. poser, donc je les remets de côté pour plus tard, mais on va rester sur notre temps habituel. Je te remercie d'avoir relevé le challenge si difficile que de résumer ces recommandations de l'ESA. Voilà, et je vous remercie tous d'avoir assisté au lundi rare numéro 15. Je vous donne déjà rendez-vous donc, pour le prochain lundi rare, ce sera le 2 octobre à 18h. Nous recevrons le professeur Emmanuel Weiss, qui est médecin anesthésiste à l'hôpital Beaujon, à PHP. Il nous parlera de l'albumine et de la chirurgie hépatique. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site internet du groupe RAR, ra20.bzh, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, et puis X maintenant, parce qu'on dit X, voilà, c'est pas pratique, mais voilà, on dit tweeter, je sais pas si on dit Xer, il faudra que quelqu'un me donne la réponse. Je vous souhaite une bonne soirée, merci Alexandre, et encore une fois, et à bientôt. Merci, à bientôt.